Bonjour. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter ici un livre que je viens d'écrire avec Nikos Foufas, un jeune philosophe grec qui enseigne à l'université d'Athènes, et dans le prolongement d'un livre que nous avions écrit à deux, à savoir le matérialisme en question, question bien entendu au pluriel. Alors ici, il s'agit de toute autre chose, d'une idée qui peut paraître provocatrice, singulière, mais qui en même temps peut être considérée comme très très intéressante dans les conditions socio-économiques et politiques que nous connaissons aujourd'hui, depuis la déferlante libérale qui a envahi l'Occident et y compris la France depuis la chute de l'URSS, si vous voulez. Alors, ce livre s'intitule donc « La possibilité du communisme » et je vous en montre le titre. Et vous remarquerez que ce qu'il y a comme photo, pour illustrer le titre, c'est deux directions possibles dans une route éventuelle. À gauche, bien entendu, il y a le communisme, et à droite, il y a le capitalisme. Ce qui veut dire que nous sommes en présence d'une alternative entre deux options tout à fait différentes. Et moi, je vais défendre, dans l'intersection des deux, en quelque sorte, je vais défendre la possibilité du communisme, ce qui n'est pas simple, mais qui en même temps n'est pas rien du tout, si vous voulez, il faut le savoir, si vous voulez. Alors, je vais commencer quand même par vous présenter les différentes idées du livre, parce que je ne vais pas les reprendre toutes, bien entendu. Le livre est assez épais et ne peut pas être résumé en une quarantaine de minutes, disons, pour aller vite. Alors, il y a d'abord le communisme dans l'histoire, parce qu'il faut savoir, je l'indique à tout hasard, on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait jamais eu de société communiste dans le passé, que l'histoire c'était l'histoire de la lutte des classes, comme le dit la première phrase du manifeste du Parti communiste, mais il se trouve que Marx ensuite s'est intéressé aux sociétés primitives et il s'est aperçu qu'il y a eu des sociétés primitives dans lesquelles il n'y avait pas de rapport de classe et donc de lutte de classe, et où régnait par conséquent une forme de communisme, si vous voulez. Bon, le communisme agricole, bien entendu, c'était pas un communisme industriel, mais c'était une forme de communisme avec des respects mutuels entre les êtres humains et entre les hommes et les femmes qui pouvaient faire avancer au communisme. Et je vous signale que l'un de mes amis, Tony Andreani, avec d'autres anthropologues, ont mis ça en évidence récemment dans leurs derniers écrits, si vous voulez. Ensuite, il y a la question de l'historicité du communisme, sur la base d'une conception qui est proprement matérialiste, j'y reviendrai, bien entendu, avec aussi la question des conditions matérielles de passage au communisme. Ensuite, je vous parlerai, j'évoquerai, simplement parce que je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais le livre évoque la question de la critique que doit subir le capitalisme aujourd'hui, et qui est multiple, qui est économique, social, politique et même anthropologique, avec les dégâts qu'il fait subir à la vie humaine du fait de la marchandisation de la vie que nous connaissons. Ensuite, dans le livre, il est question d'un thème auquel je tiens beaucoup, et dont vous devez le savoir, quand vous m'avez écouté déjà, à savoir la dimension morale du communisme, dont j'y reviendrai en y mettant l'accent, bien entendu. La forme politique du communisme, avec la fameuse dictature du prolétariat, la question de la mondialisation, avec la question de savoir si l'on peut réussir une expérience communiste dans un univers capitaliste qui s'est mondialisé pour l'essentiel. La question aussi, mais j'en parlerai avant, du contresens soviétique par rapport à l'idée communiste, parce qu'on a identifié le communisme, ce qui s'est passé en URSS, alors que c'est totalement inexact, mais ça bloque la pensée du communisme aujourd'hui chez beaucoup de gens. J'aborderai aussi quelque chose qui va vous étonner, c'est la question de la Chine, avec ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui comme forme en quelque sorte d'espoir, avec ses défauts, mais peut-être un espoir minimal et assez étonnant, auquel il faut s'intéresser par-delà tous les mensonges,
que les médias nous transmettent sur la Chine, si vous voulez. Et je terminerai par la question écologique, c'est le dernier chapitre du livre, parce que la question écologique est une question bien entendu fondamentale, si l'on se souvient de ce qu'ont pu dire des scientifiques il y a quelques années, à savoir que c'est 15 000 scientifiques en réalité, qui ont pu dire que d'ici 50 ou 70 ans, si la société continue à fonctionner telle qu'elle fonctionne, nous assisterons tout simplement à une catastrophe qui concernera l'humanité tout entière et avec le risque de sa disparition tout simplement, si je puis dire. Voilà. Alors, je reviens maintenant à différentes idées, je ne vais pas toutes les développer, mais je reviens donc à la question du communisme dans l'histoire. Je vous ai rappelé tout de suite, tout à l'heure, quand j'ai évoqué ce thème, que pendant très longtemps, on a cru que il n'y avait jamais eu de société communiste, et que par conséquent, ça prouvait bien, d'une certaine manière, et factuellement, en quelque sorte, que le communisme était impossible. Or, je vous rappelle à nouveau que la première phase du manifeste communiste, écrit en 1848, donc alors que Marx et Engels étaient encore jeunes, affirmait qu'effectivement l'histoire de toute société avait été l'histoire de la lutte des classes. Or, il se trouve que Marx, à la fin de sa vie, s'est intéressé aux sociétés primitives. Il y a un livre qui en a parlé récemment, qui s'appelle Le Dernier Marx, et il s'est aperçu que les sociétés primitives n'étaient pas des sociétés marquées par la lutte des classes, les rapports de classe et l'exploitation, bien entendu, que cela entraîne. Ils étaient au contraire marqués dans des conditions, bien entendu, agricoles, et non pas industrielles. Ils étaient marqués par une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, si vous voulez. Mon ami Tony Andrani, parlant du rapport homme-femme, parle simplement d'une prévalence, voyez, de l'homme sur la femme, mais pas du tout d'une domination de l'homme sur la femme, comme on l'a connu ensuite, si vous voulez, pendant des siècles. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que si le communisme a, comme on le sait désormais, sous une forme, disons, un petit peu curieuse, si vous voulez, qui n'est pas pleinement communiste au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, mais s'il a quand même existé sous cette forme, même minimale, ça veut dire qu'il est possible. Et que donc on ne peut pas affirmer qu'il a été impossible sous le prétexte qu'il n'aurait jamais existé. Il a existé dans des conditions particulières, donc il peut aussi exister dans un autre avenir, mais dans des conditions tout à fait différentes, qui sont des conditions d'une société développée, fondée bien entendu sur l'industrialisation. Et ça c'est important d'emblée, quand on veut réfléchir à l'idée de la possibilité du communisme. Bon. Cette possibilité, il faut la penser, bien entendu, à partir de la conception que Marx avait de l'histoire, qui est une conception matérialiste. Alors, il a exposé cette conception d'emblée, après devenu matérialiste, il faut le savoir, dans le manifeste du Parti communiste, en distinguant la société esclavagiste, ou le mode de production esclavagiste, la société féodale et la société capitaliste, et en envisageant un développement de ce capitalisme tel qui soit à la fois positif dans son aspect technique, mais très négatif dans son aspect social et humain, et qui permettait à Marx d'envisager un dépassement possible de celui-ci dans l'avenir. C'est la première fois qu'un pronostic de ce type à caractère politico-historique est formulé avec une telle clarté et une telle précision, si vous voulez. Donc il faut, bien entendu, partir de là. Alors, le problème, c'est que cette possibilité d'un avenir post-capitaliste, Marx l'a exprimé par la suite d'une manière extrêmement précise, sur une base à nouveau matérialiste, parce que Marx était un penseur fondamentalement sur les matérialistes, et il faut être de toute façon matérialiste, l'idéalisme c'est terminé, il faut le savoir, si vous voulez. Alors, Marx l'a exposé dans la préface de 1859 à la critique de l'économie politique, si vous voulez. Et cet exposé, moi, je trouve qu'il est magistral, alors que certains de mes amis, si vous voulez, le critiquent. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, il me paraît magistral,
Et dans cet exposé, Marx donc présente sa conception du développement historique fondée sur le développement de la production et des rapports de production qui lui sont liés, production elle-même liée bien entendu au développement de la technique fondée sur la science, si vous voulez. Et ce développement de la production va passer par les stades dont j'ai déjà tout à fait parlé tout à l'heure, à savoir le stade esclavagiste, le stade féodal et le stade donc capitaliste actuel. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on n'a pas lu un texte pareil, Marx ne s'arrête pas là. Alors que beaucoup de gens, aujourd'hui, s'arrêtent là. Bon, non, il prétend que cette histoire qui nous a précédés, avec ces grands stades, ces trois grands stades, il précise dans un terme qui désormais est à la fois, si vous voulez, factuel et normatif, il prétend que ça n'a été qu'une préhistoire humaine. Ça n'a pas été une véritable histoire, parce qu'elle était marquée précisément par la conflictualité économique, sociale et politique, à laquelle j'ai fait déjà allusion. Et il prétend, dans une anticipation sur l'avenir, que cette histoire, d'abord, rétrospectivement, il prétend qu'elle n'est pas une histoire, mais une préhistoire, voyez-vous, et du coup, dans une anticipation sur l'avenir, il prétend que cette préhistoire va être suivie par une véritable histoire humaine. Et cette véritable histoire humaine, même s'il ne la qualifie pas de communiste, comme il l'avait fait déjà pourtant, c'est une histoire, bien entendu, communiste qui va trancher qualitativement d'une manière énorme avec les sociétés de classe, bien entendu, et d'exploitation qui ont précédé, si vous voulez. Alors, ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Sauf que ce texte-là, si vous voulez, va développer ce projet comme si c'était, en quelque sorte, si vous voulez, un projet qui allait se développer un peu automatiquement, si vous voulez. Alors, il faut savoir que dans la vision que Marx a eue de l'histoire, dans ce texte-là, mais aussi dans d'autres textes, même si dans le texte dont je vous parle, il est question d'une anticipation pour un futur possible. Mais par ailleurs, d'une manière plus générale, et y compris d'ailleurs dans le Capital, d'ailleurs, Marx a été amené, ou dans l'idéologie allemande, dont je vais vous reparler, Marx a été amené à développer, cette fois-ci, une conception du devenir historique qui est marquée par une forme de nécessitarisme ou de finalisme sur la base d'une espèce de déterminisme endogène, immanent au développement des forces productives et des rapports de production et des conflits sociaux qui l'entraînent, et qui devrait amener automatiquement l'histoire à déboucher sur la mise en place d'une société de type communiste. Alors, je vous dis tout de suite que l'on ne peut pas soutenir une pareille idée, parce qu'elle est la transposition en langage matérialiste d'une idée qu'on trouve en réalité chez Hegel. Parce qu'il faut savoir que Marx a été très influencé par Hegel, il s'est battu contre lui, mais on se bat contre quelqu'un quand précisément on lui donne de l'importance. Et le problème, c'est qu'il a transposé en quelque sorte, dans un champ matérialiste, quelque chose qui appartenait à l'idéalisme hegelien. Parce qu'il faut savoir que pour Hegel, le processus historique dans son ensemble est un processus nécessaire, fatal, quelles que soient les contradictions qui l'animent et qui le meuvent, et que ce processus est finalisé par l'arrivée ultimement d'un esprit qui l'anime, mais qui va se développer et s'actualiser pleinement à la fin de l'histoire. Il y a donc une fin de l'histoire à laquelle les hommes sont promis au cœur même du processus historique. Or, cette idée-là, si vous voulez, Marx a eu tendance, voyez-vous, à la transposer sur un plan matérialiste, quitte à recourir d'ailleurs à des catégories hegeliennes, comme les contradictions, la négation de la négation, etc., et à faire de l'arrivée du communisme, si vous voulez, quelque chose qui était nécessaire et fatal, et beaucoup de militants marxistes ont répandu cette idée qui n'est pas, à mon avis, si vous voulez, exacte, et qu'il faut bien entendu refuser, parce qu'il n'y a pas de finalisme dans l'histoire, qui amènerait nécessairement au communisme. Le communisme n'est pas nécessairement nécessaire, il est simplement nécessairement possible. Et le capitalisme, par son développement même économique et social, crée les conditions d'un passage, non pas fatal au communisme, mais d'un passage possible au communisme, dans des conditions, bien entendu, qu'il faut préciser et que je rappellerai, si vous voulez,
rappelé tout à l'heure, si vous voulez. Et par ailleurs, en dehors de cette critique, si vous voulez, du nécessitarisme, disons, logique qu'on trouve chez Marx, et qu'il faut récuser, parce que, à la limite, c'est une forme d'idéalisme hegelien présent en lui sous une forme qui s'ignore, si vous voulez. Mais alors que même, ceci dit, qu'il utilise parfois un vocabulaire comme celui de la négation de la négation. Et je me souviens, par exemple, je ne parle pas de Marx, mais de Lucien XVI, mais se référant à Marx, prétendant que la succession du commune primitif, des sociétés de classe et de la société communiste à venir, c'était tout simplement la thèse, l'antithèse et la synthèse. Vous voyez, tout simplement. Donc c'était un processus, si vous voulez, la synthèse consistant à revenir à la thèse, mais à un niveau bien supérieur. Ça, c'est un processus de type hegelien qu'on ne peut pas projeter sur la conception scientifique qu'on doit se faire de l'histoire, parce qu'il faut savoir que la conception que Marx a eue de l'histoire est une conception, bien entendu, de type scientifique, même si on doit la modifier et si on doit l'enrichir, si vous voulez. Alors, tout autant, et ça me paraît tout aussi important, il y a la question, si vous voulez, en dehors de la nécessité et de la possibilité, sur laquelle je reviendrai, il y a la question de l'approche que Marx a de l'histoire, dans ce texte-là et dans d'autres textes, qui se veut une approche factuelle, parce que scientifique, donc une approche en quelque sorte positive ou positiviste, si vous voulez, où des faits se succèdent obéissant à des lois que la science va pouvoir comprendre, si vous voulez. En réalité, ce que Marx nie, le Marx adulte nie, en réalité, le rapport de Marx à l'histoire n'est pas simplement un rapport d'intelligence destiné à montrer que le communisme est possible, c'est aussi un rapport, si vous voulez, non seulement nécessaire, mais possible bien entendu, parce que si nécessaire, il est possible. Non, il s'agit aussi d'un rapport normatif, bien entendu, au processus historique, qui consiste, si vous voulez, à condamner ce qui se passe entre les humains au cœur de l'histoire quand elle est marquée par la lutte des classes. Et là, je vais me référer à un texte auquel bien des marxistes se réfèrent, d'une manière que je trouve un petit peu, comment dire, acritique, si vous voulez, et manquant, disons, de lucidité critique. Donc, c'est un texte tiré de Liedtje Hellman, qui est très connu, dans lequel Marx s'en prend à la notion d'idéal, notion d'idéal sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, et où on retrouve une espèce de factualisme nécessitariste dans sa conception du devenir historique. Dans ce texte-là, que je vais citer le mémoire, Marx dit que le communisme n'est pas un idéal sur lequel la réalité devrait se régler. Sous-entendu, un idéal sur lequel nous devrions faire se régler la réalité. Non, il dit, ce n'est pas ça du tout, c'est simplement le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Le mouvement réel qui abolit l'état actuel, et il n'y a pas un mot de critique morale ou normative sur ce mouvement, et il y a, par contre, si vous voulez, l'assignation de ce mouvement à une fin qui est inscrite, en quelque sorte, nécessairement, si vous voulez, en lui. Alors, je vous dis tout de suite qu'il faut récuser fondamentalement ce discours sur le mouvement historique, et affirmer que non seulement le communisme, je vais vous le démontrer, est possible, il n'est pas impossible, mais qu'il est même, si vous voulez, obligatoire. Or, s'il est obligatoire, je raisonne un petit peu là à ma manière à moi, c'est qu'il est possible. On ne peut pas être obligé à faire quelque chose, bien entendu, qui n'est pas susceptible d'être effectué par l'être humain, qui est impossible, si vous voulez. Alors, je vais préciser ce qu'il en est, en me référant, cette fois-ci, à un texte de jeunesse de Marx, dans lequel la notion d'idéal est, disons, omniprésente, au moins implicitement, voire explicitement à la fin. C'est le texte que vous connaissez, où il s'en prend à la religion, c'est son premier grand texte, si vous voulez, et dans lequel il critique la religion comme étant l'opium du peuple, si vous voulez, ou l'arôme spirituel d'une société dans laquelle les hommes sont malheureux, et la société, et la religion, excusez-moi, et ce par quoi les hommes compensent leur malheur, et l'oublient, et s'y enferment aussi du même coup. Or, il décrit bien la société en question qui produit le soupir de la créature opprimée, il la décrit magnifiquement, si vous voulez, dans des termes qui sont vraiment corrosifs sur le plan de l'attaque humaine de ce qui se passe dans cette société, et il termine tout à la fin
par une phrase qui est très peu citée, et que je vais vous citer de mémoire, dans laquelle il prétend que tout ce qu'il vient de dire auparavant sur le malheur des hommes au sein du capitalisme débouche sur l'impératif catégorique, formule qui est une formule rigoureusement kantienne, à caractère ou à tonalité morale bien évidemment, l'impératif catégorique d'abolir une société dans laquelle les hommes sont humiliés, abandonnés, asservis, etc. Si vous voulez, Ça veut dire que le communisme là apparaît sur la base d'une analyse qui est déjà matérialiste, du fait des effets négatifs qu'il lui attribue à partir de ces conditions matérielles. Le communisme apparaît comme une fin qui est obligatoire pour les hommes, c'est-à-dire un idéal. Et je reprends ma formule de tout à l'heure, qui dit idéal dit bien entendu quelque chose qui doit être pensé intrinsèquement, si vous voulez, comme possible. On ne peut pas obliger les hommes à l'impossible, si vous voulez. Alors, à partir de là, vous voyez que la question de la possibilité du communisme se pose dans des termes tout à fait nouveaux. On aura éliminé le nécessitarisme, on n'aura pas éliminé, par contre, on aura maintenu sa possibilité, mais on n'aura pas affronté les conditions peut-être de son impossibilité. Alors, je vais vous les présenter, si vous voulez, parce que il se trouve que la critique du capitalisme et l'espoir qu'on peut en sortir peut se heurter à ce qu'on pourrait appeler des obstacles anthropologiques inhérents à la nature humaine. Alors ça, c'est un point essentiel auquel je m'intéresse personnellement, et ce, depuis longtemps, parce que la question de l'homme est aussi au cœur, bien entendu, de l'histoire et des projections qu'on peut faire, bien entendu, sur l'avenir. Or, il y a des obstacles que, bien souvent, j'entends formuler contre l'hypothèse communiste, avec sa possibilité et son caractère impératif, à savoir qu'il y aurait en l'homme, si vous voulez, des traits de sa nature qui le rendraient littéralement impossible anthropologiquement, vu la nature humaine, étant donné ce qu'elle est, si vous voulez. Alors, je vais vous prendre quelques exemples que vous devez connaître, bien entendu, mais qu'il faut rappeler, parce qu'ils ont joué un rôle dans la conscience intellectuelle et dans la conscience collective. Pensez à l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, selon Hobbes, qui contraint quelqu'un comme Hobbes dans sa théorie politique, qui n'est pas pourtant fondée en quoi que ce soit sur une relation à Dieu ou à la religion, mais qui amène Hobbes du coup à conclure que la conflictualité humaine qui fait que l'homme est un loup pour l'homme oblige l'État à s'instaurer sous une forme quasi dictatoriale. C'est le Léviathan. Il va falloir, alors je laisse de côté les détails de ce projet, mais il va falloir contraindre les hommes à s'entendre politiquement, parce qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre par eux-mêmes. Alors si il était vrai que l'homme est un loup pour l'homme, on peut se demander, si c'était vrai, on peut se demander ce que pourrait devenir, bien entendu, la possibilité du communisme qui suppose que l'homme puisse au contraire s'améliorer et devenir non pas un loup pour l'autre, mais un ami pour l'homme. L'homme pourrait être un ami pour l'homme, un collaborateur, un associé, etc. Alors, il y a, bien entendu, donc quelqu'un comme Hobbes. Autre exemple, un peu plus compliqué, mais assez étonnant quand même, c'est l'exemple de Kant, que je connais très bien, et qui m'a impressionné sur beaucoup de plans, je vous le signale tout de suite, bien que je ne sois pas un philosophe idéaliste. Il se trouve que Kant, dans sa théorie de l'histoire, qui est tout à fait intéressante, postule, vous trouverez ça dans son idée d'une histoire universelle, il postule ce qu'il appelle une insociable sociabilité de l'homme, donc une forme d'insociabilité. Et cette insociabilité, l'indépendant de la nature humaine à côté de son autre aspect, bien entendu, cette insociabilité voue les hommes au conflit. Et si cette insociabilité était indépassable, la conflictualité humaine serait inhérente à la nature de l'homme, et on ne voit pas comment le communisme pourrait s'instaurer, puisqu'il repose en particulier sur la paix.
la paix, bien entendu, des classes, entre elles, par leur suppression, la paix donc des hommes, mais aussi, bien entendu, sur une paix universelle, qui était évidente pour quelqu'un, si vous voulez, comme Marx. Or, il se trouve que le même Kant qui dit cela ne se contente pas de dire cela. Parce qu'il va penser l'histoire à venir comme une histoire qui permet à l'insociabilité de se transformer, figurez-vous, et de se transformer en une forme de sociabilité à caractère moral qui va permettre aux hommes progressivement, par intérêt d'abord, mais après par souci moral, de s'entendre entre eux. Alors d'abord dans le champ interne de la nation, mais tout autant, et c'est très connu cela, dans le champ international, puisque Kant a écrit un projet de paix perpétuel dans lequel il préconise, non seulement comme un pronostic factuel, mais préconise comme un devoir pour la politique, il préconise l'obligation, bien entendu, de mettre en place des rapports fondés sur le respect de la personne humaine. Rappelez-vous la formule de Kant, selon laquelle la morale repose sur l'idée qu'il faut traiter l'autre non seulement comme un moyen, mais aussi et surtout et préalablement comme une fin en soi, comme une personne. Eh bien, ce respect de la personne humaine habite le projet de Kant. Alors, on ne le retrouve pas, ce projet, dans sa conception directement politique, bien qu'il ait été influencé par la Révolution française, mais Kant n'a pas été au bout de ce projet, puisqu'il a accepté que la Révolution française ne donne pas le droit de vote aux femmes, ou encore il a accepté que tous les hommes ne soient pas citoyens. Pour être citoyen, il fallait bénéficier d'un minimum d'autonomie financière. Mais si l'on prolonge son projet, bien entendu, on s'aperçoit que ça débouche véritablement sur un projet moral de société, et ça se voit très clairement dans le champ de la paix, puisque dans son livre, son projet paix perpétuel, il préconise une entente des nations, qui est fondée sur un impératif moral catégorique que les hommes politiques devraient mettre en œuvre. Et il oppose le moraliste politique et le politique moral. Le moraliste politique, c'est celui qui se fabrique une morale à son service et ses intérêts, mais le politique moral, c'est celui qui obéit à la morale pour universaliser dans un sens moral les rapports interhumains au sein de la nation, mais aussi, bien entendu, au-delà de la nation, grâce à un projet de paix, bien entendu, universel. Donc, quelqu'un comme Kant, même s'il ne le cite pas tel quel, aurait été d'accord avec cette idée que la morale et la politique ne sont pas séparables, et qu'on ne peut pas comprendre l'une si on la sépare de l'autre, si vous voulez. Seuls ceux qui lit morale et politique peuvent comprendre, bien entendu, l'une et l'autre, si vous voulez. Bon. Alors, ça ouvre déjà des perspectives, dans le cas d'une espèce de finalité non pas objective, mais une finalité voulue par les hommes, et que les hommes contiendraient en eux, laquelle finalité, si on l'étend, on lui donne une traduction contemporaine, pourrait être, bien entendu, le communisme. Vous l'avez, bien entendu, soupçonné. Autre obstacle, cependant, de la part d'un auteur que je critique, vous dites de suite, je ne partage pas du tout sa vision des choses, mais il se trouve que c'est un auteur qui est très connu et qui a influencé beaucoup de gens depuis le 19e siècle, sans que son anthropologie ait fait question, alors qu'elle fait question, bien entendu, pour moi. Il s'agit de quelqu'un comme Nietzsche. Or, il faut savoir, j'en ai déjà parlé ici même, mais il faut savoir que pour Nietzsche, ce qui caractérise l'homme, c'est l'existence d'une nature humaine qui est constituée par une vie habitée par une volonté de puissance très très forte, mais qui est inégalement répartie entre les forts et les faibles. Et cette volonté de puissance, qui est inhérente à la nature de la vie et donc à la nature de l'homme, va entraîner les forts à vouloir dominer les faibles. Ce qui veut dire
que quelqu'un comme Nietzsche, bien entendu, va s'opposer à toute idée de socialisme ou de communisme, et à toute idée que cela soit possible anthropologiquement, et il est capable, par exemple, on parle de la Lumière, dans un paragraphe qui n'est pas souvent cité, mais qui est pourtant tout à fait remarquable, dans lequel il s'en prend au projet d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, et prétend tout simplement que c'est impossible, étant donné ce qu'est l'homme. Et il a cette formule multiple qui consiste à dire que vivre par essence, par nature, ça consiste à exploiter, ça consiste ça consiste à le dominer, ça consiste à l'opprimer, ça consiste à le faire souffrir, etc., etc. Et il aura l'occasion, ailleurs, de déclarer sa haine pour Rousseau, en affirmant cette chose extraordinaire. Le Rousseau, qui disait que ceux qui veulent séparer la morale et la politique n'ont rien compris ni à l'une ni à l'autre, et qui a écrit le contrat social, qui est un contrat universaliste et moral, bien entendu, il est capable de dire, à propos de Rousseau, que sa haine pour Rousseau va jusqu'à l'entraîner à haïr la Révolution française. Elle débouche sur la haine pour la Révolution française. Alors, vous voyez très bien que si, par hasard, Nietzsche avait raison, le communisme devrait être déclaré fondamentalement impossible, ce qu'il a lui-même déclaré, donc en s'en prenant au concept de socialisme, au concept de démocratie, et en faisant appel explicitement à la nostalgie d'un âge aristocratique antique, voire en faisant l'apologie de l'esclavage. On est à l'opposé, anthropologiquement parlant, bien entendu, du projet communiste. Enfin, il y a un autre homme, un autre penseur, que j'apprécie beaucoup, vous voyez tout de suite, il s'agit de Sigmund Freud. Alors, je laisse de côté ses apports en matière de psychanalyse et d'anthropologie psychanalytique, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit de l'homme lui-même, et en particulier de ses pulsions. Et Nietzsche a défendu la thèse qu'il y avait en l'homme une pulsion de mort, native, originelle et donc non supprimable, et que cette pulsion de mort se transformait en agressivité, voire en pulsion de meurtre, quand elle se retourne vers l'extérieur. Et sur cette base, figurez-vous, on le connaît peut-être pas suffisamment, il a eu l'occasion de discuter avec Einstein, qui était un grand pacifiste, voyez, et il en a discuté dans les années 30, après la Seconde Guerre mondiale, et alors que la montée du nazisme apparaissait sous l'Allemagne, il a eu l'occasion d'en parler pour dire son scepticisme à l'égard du pacifisme que professait quelqu'un comme Einstein. Il prétendait que la pulsion de mort est toujours là, elle risque toujours d'apparaître, alors, elle est sublimée par l'éducation, j'y reviendrai, bon, mais elle est réprimée, mais elle est toujours là, elle n'est pas supprimée, et donc la pulsion de mort risque d'être toujours une menace pour la paix entre les hommes, quand on veut celle-ci en politique, ce qui est le cas à nouveau du communisme. Donc si l'homme était par nature non pas belliqueux, comme le disait Hobbes, mais habité par la pulsion de mort, donc une agressivité initiale, on voit mal comment pourrait se mettre en place une société communiste fondée sur l'idée que l'entraide, les rapports d'association sont tout à fait possibles au sein de l'être humain, et c'est l'histoire qui les a abîmés pour des tas de raisons sur lesquelles je ne m'attarde pas, si vous voulez. Alors, ce qu'on retiendra en tout cas, alors moi je suis en désaccord avec cette idée d'une pulsion de mort. Il y a un psychanalyste contemporain qui a été capable de nier cette pulsion de mort et de parler d'une pulsion de sommeil, vous voyez, en disant que Freud s'était trompé. Et donc il faut savoir que effectivement la pulsion de mort, c'est une thèse qui n'est pas scientifiquement, si vous voulez, démontrée, bon, mais qu'il faut prendre en compte quand on pense, bien entendu, à la possibilité ou l'impossibilité du communisme. Et il faut se souvenir, et ça me paraît l'aspect aussi tout aussi important que l'autre aspect chez quelqu'un comme Freud, à savoir que Freud est aussi un théoricien de la civilisation,
hein, il le dit dans Malaise dans la civilisation, donc de la civilisation qui se caractérise par la sublimation des pulsions, c'est-à-dire par leur transfert dans un niveau d'existence où elles disparaissent en tant que pulsions destructives, hein, dans toute une série d'activités, hein, et par conséquent, l'homme n'est pas condamné à se laisser abandonner à ces pulsions destructives. Vous voyez, ce qui veut dire que quand on le prend au sérieux et quand on le pense dans tous ses aspects, on ne peut pas dire qu'il constitue un anticommunisme de principe qui affirmerait fermement, scientifiquement, que le communisme est impossible. Et au surplus, je vous l'indique, je me réfère à nouveau à Malaise dans la civilisation, il faut savoir que quelqu'un comme Freud a eu une sympathie, hein, morale pour le communisme, hein, eu égard aux préoccupations sociales qui étaient les siennes, et il l'a avoué. Hein, mais il a avoué, c'est très bien, j'aimerais que ça puisse se réaliser, je trouve ça souhaitable, mais je n'y crois pas trop. Voilà. Alors, c'est une croyance, hein, contre des convictions que l'on peut avoir par ailleurs et qui sont, bien entendu, sous les miennes. Alors, à partir de là, si vous voulez, il faut s'intéresser, bien entendu, à la question dont le communisme est perçu aujourd'hui, hein, et cette question, elle est posée par quelque chose de très très important, qui est ce qui s'est passé en URSS à partir de la révolution inaugurée par Lénine en 1917. Alors, si j'aborde cela, c'est parce que l'échec de cette révolution fait croire à beaucoup, que ce soit des penseurs, que ce soit des intellectuels, que ce soit des politologues, ou que ce soit, bien entendu, des gens du peuple, hein, influencés par les médias et la culture ambiante, hein, l'échec de ce qui s'est passé en URSS, hein, qui se déclarait un pays à régime communiste, fait croire que le communisme a définitivement échoué. Moi, il m'arrive de voir, hein, dans un journal comme Le Monde, hein, sous la plume de gens qui sont intelligents et érudits, le communisme étant mort. Eh bien, je dis tout de suite que le communisme n'est pas mort, tout simplement parce qu'il n'a jamais vécu, et que ce qui s'est passé en URSS est un contresens littéral par rapport à la conception théorique et politique mais aussi théorique, que Marx avait de la possibilité du communisme. Alors, je veux développer ce point qui me paraît fondamental, essentiel, vous savez, dans le combat en quelque sorte idéologique, au bon sens du terme, hein, que l'on doit mener en faveur des idées progressistes. Alors, il faut savoir, j'en ai un peu parlé auparavant, hein, il faut savoir que le communisme pour Marx n'était possible que dans les conditions fournies par le capitalisme développé, avec sa masse d'ouvriers exploités, mais aussi d'individus, de travailleurs, coopérant à la production capitaliste et ne recevant pas, sous la forme de salaire, comment vous dire, ce qu'ils méritaient, hein, la plus-value, en quelque sorte, qu'ils apportaient aux capitalistes, qui, lui, se les mettait dans les poches. Donc il faut entendre, vous voyez, cette masse populaire sur lequel s'appuie le mouvement communiste, en un sens très large, hein, qui ne le réduit pas à la somme simplement des prolétaires, entendu au sens étroit du terme, de gens qui travaillent, si vous voulez, à la chaîne, hein, ou qui font un travail en quelque sorte manuel, si vous voulez. Hein. Prolétaire, ça veut dire celui qui contribue directement ou indirectement à la production des richesses dans un système capitaliste et qui deviennent de plus en plus les majoritaires, en y intégrant bien entendu les classes de techniciens, d'ingénieurs, etc., voire les enseignants, hein, qui contribuent au capitalisme à leur manière, hein, mais ne sont pas rémunérés à leur mérite comme il le faudrait. Alors, je reviens à mon propos de fond, à savoir que Marx, à la fin de sa vie, a eu l'occasion, hein, d'avoir une correspondance très très intéressante avec une révolutionnaire russe, hein, Vera Zasutlitch, qui donc vivait en Russie et qui était révolutionnaire au XIXe siècle, hein, et qui prétendait que sur la base qu'on pouvait aller au communisme beaucoup plus vite qu'en Occident,
sur la base d'une réalité incontestable qui était le MIR, à savoir une gestion municipale agricole, qui, en quelque sorte, ressemblait à un communisme futur, mais dans les conditions agricoles, bien entendu. Et elle prétendait que les conditions de ce MIR, de cette auto-organisation de la vie productive au plan agricole et au plan municipal, pouvaient être envisagées comme l'anticipation d'un communisme futur. Vous voyez, bon. Et c'est sur cette base qu'elle prétendait qu'on pouvait y aller, puisqu'il y avait là une forme réelle de communisme, fût-elle minuscule. Bon. Il se trouve que Marx a connu cette femme-là, il a eu des échanges avec elle, et je vous renvoie en particulier à un livre qui est paru aux éditions sociales sous l'égide du Centre d'études et de recherche marxiste, et avec la direction de Maurice Gaulier, et dans ce texte-là, on trouve des brouillons de lettres, et surtout la dernière lettre, parce que les brouillons n'ont pas été envoyés, dans lequel il discute avec Vera Zasulich, et il dit cette chose étonnante et qui va vous étonner. Il dit cette chose suivante, c'est que il admet, là il a un peu changé, vous voyez, il admet qu'une révolution communiste puisse se produire dans un pays sous-développé et agricole, comme l'était la Russie en 1917, une révolution pourrait s'y déclencher. Et ce déclenchement, ne serait qu'un déclenchement, parce qu'il ajoute qu'elle ne pourrait réussir cette révolution qu'avec l'appui d'une révolution en Occident, qui lui apporterait ses acquis ou ses acquis. Or, cette révolution a été tentée en Allemagne, avec la révolution spartakiste, elle a échoué. Et du coup, elle a créé les conditions de l'isolement de la révolution bolchevique. Et quelqu'un comme Lénine s'en est aperçu très vite, d'ailleurs, je vous signale, parce que c'est sur cette base-là, sur la prise de conscience qu'il n'y avait pas de conditions socio-économiques susceptibles de passer au communisme, qu'il a lancé la NEP, la nouvelle politique économique, mais il n'a pas pu la mener jusqu'au bout parce qu'il est mort, mais il avait eu le temps de dire quelque chose qui m'a marqué dans un congrès de syndicats d'ailleurs, qu'il ne s'agissait pas simplement d'incanter le communisme, vous voyez, en formule volontariste, il fallait s'inspirer des méthodes de travail et de production que le capitalisme nous offrait en Occident, dans la production des richesses, et que ce n'est que sur cette base-là que l'on pourrait aller sûrement vers le socialisme, puis vers le communisme. Il est mort, Staline l'a remplacé, et il faut savoir, parce que on est polarisé par la figure de Staline, que d'abord c'est Staline qui a inventé la formule de marxisme-léninisme, elle ne date pas de Lénine, elle date de Staline, et Staline, sur une base volontariste, si vous voulez, a voulu mettre en place une société de type communiste sur le long terme, mais d'une manière terriblement volontariste, en faisant appel à la violence, y compris la violence politique. Alors, il faut savoir que, le régime, stalinien, n'était en rien un régime démocratique au sens où Marx voulait. Marx voulait que le communisme soit le mouvement de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité. Voyez, et il affirmait même aussi que c'est la liberté de chacun qui conditionne la liberté de tous. Eh bien, c'est pas ça qui s'est passé en URSS. On a eu droit à un régime policier, dictatorial, et Staline n'a pas du tout mis en place ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Il faut faire attention aux dictatures, mais qui signifiait une démocratie sur tous les plans. C'était pas une dictature du prolétariat, c'était une dictature du parti communiste, qui se disait communiste, sur le peuple, et d'une dictature de Staline, du secrétaire général du PC, sur le parti, et donc sur le peuple. Donc l'URSS a été la dictature d'un homme sur un peuple entier, avec en plus, si vous voulez, des mesures autoritaires dans l'ordre de la production, volontariste et autoritaire, avec en particulier le goulag et ses, ses milliers ou ses millions de victimes, si vous voulez. Il faut le savoir, si vous voulez. Alors, ça n'empêche pas que ce pays-là puisse avoir des aspects
intéressant, il ne faut pas non plus être dogmatique en sens inverse. Il y a eu une égalité de l'homme et la femme dans toute une série de domaines qui ont été instaurés, si vous voulez. Il y a eu, comment vous dire, des aides sociales apportées aux travailleurs, il y a eu un développement de l'instruction publique, mais il y a eu aussi, bien entendu, des atteintes aux libertés insupportables, et je voudrais rappeler en particulier, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan culturel, avec l'imposition du réalisme socialiste, et puis aussi des atteintes à la liberté d'expression, y compris dans le domaine scientifique, puisque la recherche scientifique dans le domaine de la biologie a été empêchée au nom d'une élite officielle qui ne voulait pas reconnaître à la biologie un rôle dans la construction solide de l'homme. Voilà. Donc, il faut bien comprendre, si vous voulez, je ne termine pas par là, mais il faut bien comprendre que, disons, ce qui s'est passé dans les pays de l'Est n'est pas une image du communisme qui nous prouverait qu'il est impossible puisqu'il a échoué, mais c'est une image qui en constitue en fait un contresens et qui ouvre littéralement l'espace d'un authentique communisme dans les pays développés et sur la base des intuitions et des prévisions scientifiques que Marx en faisait, en même temps que sur la base des exigences morales que j'ai rappelées et qui sont inhérentes bien entendu au communisme. Alors, dernière chose, pour terminer, deux petites choses quand même importantes. Je voudrais, parce qu'il en est question dans le livre, je voudrais quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui, dans cet univers mondial où le capitalisme, disons, venu des États-Unis, domine au minimum un tiers de la planète, il y a quand même un autre tiers, au moins, parce qu'il y a aussi la Russie qui fait un peu moins à part, mais il y a un autre tiers qui consiste dans le régime chinois, sur lesquels énormément de bêtises sont dites. Vous voyez, je n'ai jamais été pro-chinois, à l'époque où bien des gauchistes l'étaient, mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, mon avis change un peu, surtout quand on a lu le livre de Tony Andreani, que je vous conseille de lire, enfin le livre auquel Tony Andreani a participé, parce que c'est un livre collectif, qui s'intitule La Chine sans œillère, mais il a écrit aussi un livre personnel sur la Chine, si vous voulez. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé en Chine, c'est un peu la traduction, dans des conditions littéralement, si vous voulez, paysannes, de l'expérience soviétique. Et il faut savoir qu'au départ, il y avait une espèce d'alliance politique entre Staline et Mao Tse-tung. Mais cette expérience en Chine s'est développée dans des conditions donc, de sous-développement industriel. Ça a entraîné toute une série de cascades catastrophiques. Alors, il y a bien eu des aspects positifs comme le grand bond en avant, pour une part, mais il y a eu aussi la catastrophe en quoi a constitué la révolution culturelle, malgré ses objectifs égalitaires. Et du coup, il y a eu par la suite un changement important qui s'est opéré après la mort de Mao Tse-tung au sein du PC chinois à la fin des années du XXe siècle et surtout au début du XXIe siècle. Et je voudrais simplement vous rappeler que la Chine aujourd'hui, c'est un pays qui se dit communiste, qui veut aller au communisme, si vous voulez, qui a tout de même supprimer la grande pauvreté. C'est un pays, je vous rappelle, qui comporte 1,4 milliard d'habitants. Bon, il a supprimé la grande pauvreté. Il est en train de se battre pour une pauvreté relative, mais pas une grande pauvreté, et il se donne comme objectif, non pas le communisme, dans le lointain, mais dans un court terme, si vous voulez, 200-300 ans, il se donne un objectif qui est le socialisme, avec ce qu'il appelle d'une manière magnifique, une aisance décente pour tout le monde. Vous voyez ? Alors, sauf que ce projet inclut actuellement l'appel au capitalisme. Il y a une part de capitalisme en Chine qui est importante, sauf que ce capitalisme, comme le dit mon ami Tony Andreani, mais je reprends sa formule, ne domine pas l'État, comme c'est le cas dans les pays occidentaux, mais qu'il est dominé par l'État. Vous voyez. Donc il est empêché d'avoir des excès. Par ailleurs, la Chine, c'est un pays qui n'est pas un pays impérialiste politiquement.
il a des échanges économiques avec le monde entier, mais il refuse l'impérialisme politique, tel que les pays capitalistes nationaux en Occident l'ont pratiqué pendant des années sous la forme du colonialisme ou de l'appui à des régimes totalitaires comme le régime de Franco, de Salazar, le régime du Chili avec Pinochet, la Grèce des colonels, etc. Non, la Chine ne veut pas imposer son modèle politique, si vous voulez, et ce modèle politique, il faut bien entendu le comprendre. C'est un parti, alors, non pas unique, figurez-vous, mais c'est un parti très puissant, avec 95 millions d'adhérents, mais avec à ses côtés, figurez-vous, parce que je l'ai appris, on ne le sait pas, 8 autres partis qui, disons, intègrent 1 million d'adhérents, si vous voulez. Bon, mais c'est le parti communiste dominant, bien entendu, qui exerce effectivement le pouvoir. Alors, est-ce un parti totalitaire ou dictatorial, comme je l'entends autour de moi d'une manière invraisemblable, et y compris parfois, je vous le dis tel quel à titre personnel, dans ma famille? Non. C'est un parti qu'on peut dire autoritaire. On peut le dire. Même Tony Andrani dirait que ce n'est pas tout à fait le cas. Bon. Mais c'est un parti, disons, relativement autoritaire, mais qui n'est pas dictatorial, parce qu'il admet une certaine forme de pluralisme idéologique, et je voudrais vous l'indiquer. Figurez-vous qu'en Chine, ça m'a été dit par Tony Andrani, qui est allé en Chine, invité par la Chine pour faire des conférences, où il présentait la philosophie française très librement. Il m'a indiqué qu'il y avait en matière d'économie 3 grandes écoles qui avaient pignon sur rue, une école tout simplement d'économie libérale, une école d'économie orthodoxe et une école d'économie gauchiste. Si c'est du totalitarisme, j'aimerais bien qu'on me le démontre, si vous voulez. Donc vous voyez, et puis par ailleurs, ce qui est aussi tout aussi important, c'est que le Parti communiste en question, avec ses 95 millions d'adhérents, en fait, représente en son sein toutes les catégories de la population à proportion de leur importance numérique. Les paysans, les employés, les ingénieurs, les cadres, etc., sont représentés et ont droit à la parole. Vous voyez ? Donc ce n'est pas du totalitarisme dictatorial, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Et par ailleurs, dans l'éducation que propose le parti économiste, le parti politique chinois, qu'il propose à la nation, mais aussi à travers l'école, cette éducation, figurez-vous, elle s'appuie aussi, désormais, ce qui est quelque chose d'assez original, sur un enseignement éthique, sinon moral, hérité de Confucius, figurez-vous, et qui consiste à préconiser, disons, dans les rapports interhumains, une éthique, de la cordialité, de la gentillesse, de la bienveillance, etc., ce qui correspond effectivement à l'idéal humain qu'un communisme authentique devrait essayer d'obtenir sur le long terme. Donc voilà ce que je voulais dire. Il y a là aussi, dans le communisme chinois, peut-être une porte d'ouverture sur la possibilité d'un communisme à venir, à condition que, bien entendu, dans les pays occidentaux, on le transpose à beaucoup d'égards, si vous voulez. Dernier point, pour terminer et conclure, il y a la crise écologique. Et là, la crise écologique, si vous voulez, non seulement rend possible le communisme, mais elle le rend nécessaire. Et si il est nécessaire factuellement, là, pas seulement moralement, mais nécessaire factuellement, c'est donc qu'il est possible. Je voudrais indiquer que nous connaissons une crise mondiale tout à fait inédite à l'échelle de l'histoire universelle. Pour la première fois, selon des scientifiques qui l'ont écrit dans une pétition parue dans Le Monde en 2015 ou 2017, 15 000 scientifiques préconisaient une crise telle
qu'elle pourrait menacer l'existence de la vie sur la planète dans 50 ans. Alors, on n'est pas concerné, je ne suis pas concerné, ma famille ne l'est pas, vous-même vous ne l'êtes pas directement, ni vos enfants ou petits-enfants, mais pensez à vos arrière-petits-enfants ou vos arrière-arrière-petits-enfants, et pensez tout simplement à la vie de l'homme au sein de la planète. On ne peut pas imaginer que l'espèce humaine disparaisse pour des raisons qui sont très précises, et que je voudrais, si vous voulez, préciser, parce que on est en train, actuellement, d'abîmer la nature. Or, il se trouve que quand on est matérialiste, on doit admettre, et parce que c'est vrai, que l'homme est un produit de la nature. Et en abîmant la nature, on abîme l'homme lui-même dans sa vie la plus concrète. Et en particulier, parmi ces destructions qui se mettent en place, il y a la mondialisation capitaliste, qui favorise des échanges commerciaux dans tous les côtés de la planète, qui abîme, bien entendu, qui implique une dépense d'énergie, et qui abîme, bien entendu, le climat. Nous vivons dans une époque où il y a un réchauffement climatique proprement ahurissant, une fonte des glaces, une élévation du niveau de la mer, et sur le plan humain, un trafic de marchandises d'un bout à l'autre de la planète. On va chercher des légumes en Amérique latine au prix de voyages aériens qui coûtent, qui impliquent une dépense d'énergie absolument abominable, si vous voulez. Et quand vous regardez ce qui se passe sur les autoroutes, vous êtes absolument effrayé par la quantité de marchandises qui sont véhiculées d'un bord à l'autre, non seulement de la France, mais de l'Europe via la France, si vous voulez, qui sont les marchandises, qui sont véhiculées alors qu'elles pourraient être tout simplement produites et réparties en France, si vous voulez, au bénéfice des travailleurs français, et sans, si vous voulez, catastrophe sur le monde naturel qui nous entoure. Et c'est pour ça que je dis, je reprends ma formule, que pour mettre fin à la crise capitaliste qui est mortelle pour l'humanité, pour mettre fin à cette crise, il ne faut pas simplement se contenter de mesurettes, même si elles sont indispensables, liées à la sobriété, dans la consommation, dans l'usage des voitures, etc., dans le type d'énergie qu'on va employer, tout ce que vous voudrez. Il faut mettre fin aux conditions économiques du capitalisme, non pas international, mais transnational, qui nous impose ces normes de production mortifères, quant à l'espèce humaine. Et c'est pourquoi, je reprends ma formule, si l'on veut être écologique, il faut être anticapitaliste. Pour être vert, il faut avant tout, en premier, fondamentalement, être rouge. Green is red, c'est ma formule à l'anglaise que j'emploie. Donc, je le répète, voilà encore, vous voyez, une perspective, alors là, de nécessité, cette fois-ci, du communisme à terme, une nécessité qui implique par définition sa possibilité, et sans laquelle l'humanité, bien entendu, va connaître des malheurs invraisemblables, et qu'on n'aurait jamais pu imaginer autrefois. Donc je le répète, vive le communisme, vive sa possibilité, pensons-la d'une manière raisonnable, sans dogmatisme, sans haine, sans militantisme prosélyte, mais simplement en toute lucidité et je dirais en toute bienveillance. Merci.